qui est indexé et qui est qualifié. Donc ça vous permet des exploitations pour des usages dont vous n'avez pas idée aujourd'hui, qui arriveront forcément. L'intérêt de passer sur des solutions CMS, c'est aussi ça, c'est de pérenniser, de vitrifier, de sanctuariser le référentiel de contenu de la structure. Et donc le contenu est stocké en base, le site est alimenté du contenu brut, avec de l'ASCII en fait, et l'application des feuilles de style se fait par le moteur de CMS. Ça c'est le BABA du CMS. Et ces feuilles de style, donc définies dans le gabarit, vous avez des règles de transformation qui peuvent être XSLT, c'est du CSS, c'est voilà, structure ce contenu brut et lui donne une forme, et lui donne des formes. Parce que, je disais, au sein d'un même site, un article il n'apparaît pas de la même façon selon qu'il est à la une ou dans un autre endroit du site, et pourtant c'est le même article et c'est la même typologie. L'utiliser d'afficher tous les champs à un certain endroit, seulement certains autres à d'autres endroits, et puis ça va s'afficher sur d'autres supports que le site internet lui-même, ça va s'afficher sur des readers RSS, ça va s'afficher sur les téléphones portables, etc. Donc séparation, contenu de présentation, le grand principe fondateur des solutions CMS. Donc évidemment, nous on est attentifs dans les solutions qu'on choisit à celles qui jouent ce jeu-là jusqu'au bout. Et c'est pas toujours le cas. Il y a encore parfois des adhérences entre les formes de présentation et les formes de stockage du contenu. Édition de page simplifiée. Puisqu'on ne demande que de saisir du contenu brut, mais que quand même parfois on veut pouvoir mettre du gras et souligner, il faut à un moment donné dans le site de production de l'information qu'il y ait des éditeurs. Alors des mini-Word si vous voulez, des éditeurs, qui sont généralement WYSIWYG. Et les bons produits aujourd'hui vous permettent de choisir le vôtre. Dans le monde open source, il y en a un certain nombre. Le plus complet étant certainement FCK Editor, qui est un logiciel de traitement de texte complet. Donc vous pouvez aller jusqu'à utiliser un éditeur pour mettre en forme le contenu des textes de façon assez poussée. L'extrême inverse étant d'utiliser uniquement les balises propres au logiciel. C'est le cas par exemple de SPIP, qui a son propre système de balises intégré. Sur ce point-là, je voulais également faire une parenthèse. Vous allez définir une charte graphique avec donc des contraintes de présentation qui dit qu'un article doit être ferré à gauche dans une police sans sérif de tant de pouces. Et puis vous avez un rédacteur qui va avoir un éditeur de texte. Il va pouvoir mettre du gras, souligner, mettre en vert, augmenter la taille des polices. Vous allez avoir forcément une contradiction. Et y compris qui peut être frustrant pour ceux auprès desquels vous allez essayer de dire mais c'est bien, il faut que tu mettes du contenu en ligne, ça fait partie de ton boulot, c'est responsabilisant pour toi. Et donc ils vont se lâcher, qui vont faire des trucs affreux sur le site. Et en gros, entre le mode parano, où l'éditeur de texte n'existe pas, ou alors toutes les balises créées par l'éditeur sont de toute façon tuées ensuite dans l'édition, et le mode freestyle, où le webmaster, le producteur de contenu peut faire ce qu'il veut, ça va être à vous de réfléchir où vous allez mettre le curseur en fonction de la maîtrise que vous avez, de la formation que vous faites, du nombre de gens qui mettent à jour le contenu, etc. Pour dire certaines balises sont autorisées, d'autres pas, et tous les filtres derrière sont possibles. On peut autoriser uniquement le gras et l'italique. Tuer tout ce qui a été fait par ailleurs, voire ne pas proposer de solution pour faire autre chose. On peut tout autoriser à condition que vous ayez des producteurs de contenu qui aient un peu de sens graphique et qui voient bien que si la feuille de style a été définie comme ça, ils ne peuvent pas, eux, avec l'éditeur de texte, faire quelque chose de contradictoire. Donc ça c'est aussi un point, oui. Oui, justement par rapport à ça, s'il était possible de donner des niveaux de droit justement par rapport à ces mises en forme à des groupes de personnes. Par exemple, juste le contributeur premier qui alimente en contenu, lui il met uniquement le contenu, un niveau dessus il peut faire une mise en forme. On peut le faire, je ne connais pas de produit qui fasse ça naturellement, mais on me l'a bien demandé. Donc on peut en fait développer des greffons, des plugins fonctionnels qui dans la chaîne d'autorisation déterminent également la présence d'un éditeur de texte par exemple ou pas au moment de la saisie de l'article. Et là encore une fois je vous renvoie en fait à l'organisation du travail, c'est-à-dire quelle va être la compréhension graphique des contributeurs. Parce que c'est des gens qui sont uniquement là pour faire des copier-coller au kilomètre, auquel cas il ne faut surtout pas leur mettre un éditeur de texte sans killer de balise, parce que sinon ça va être Word, Export HTML, copier-coller. Et là c'est une catastrophe. Parce que l'HTML de Word est horrible, et puis parce que vous allez avoir des textes dans tous les sens, et votre graphisme va être affreux. Et si vous avez au contraire des gens en responsabilité qui demandent plus de latitude, qui vont être capables de la gérer, et que ça va motiver pour finalement être davantage en responsabilité de production, alors il faut le faire. Entre les deux, même réponse, l'outil fera ce que vous lui demandez. La difficulté sera dans la conduite du changement. Donc y compris autoriser certains à avoir un éditeur de texte et d'autres.
Voilà, sur l'édition de page. Troisième aspect fondamental, en fait, la façon dont l'information va être présentée. Aujourd'hui, évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir en fait, afficher l'information de plus de façons différentes. Donc, vous avez deux grandes structurations qui sont de toute façon là. La structuration fonctionnelle, c'est où va l'information en fonction de sa présence dans l'arborescence. À quoi elle sert, donc elle va dans telle rubrique, donc elle est là. Et puis la structuration sémantique, c'est les champs qui constituent l'information. On reprend mon exemple d'article, titre, sous-titre, etc. Où ils ont une signification, donc ils ont une fonction à s'afficher ici ou là. On fait une liste d'articles avec seulement les titres, vous affichez les titres. Au-delà de cette séparation basique, aujourd'hui on réfléchit de plus en plus à toutes les façons possibles d'afficher le contenu avec cette idée que la priorité c'est d'avoir le cycle le plus court possible entre l'internaute et l'accès au contenu. Donc il y a toute la problématique de la taxonomie, c'est-à-dire les mots-clés. Des choses assez poussées, sous SPIP, sous Drupal pour ça. Comment est-ce que vous allez pouvoir, avec des familles de mots-clés hiérarchisées entre elles, afficher de X façons différentes la même info? Par exemple, constituer des dossiers transversaux sur des thématiques identiques. Mais ça peut être aussi un mot-clé de formation, de forme, le mot-clé article à la une. Ça peut être aussi une taxonomie sur la localisation de l'information. Europe, monde, France, français, anglais, autres familles de mots-clés sur la langue. Donc ça, tout va pouvoir être géré par le CMS. Donc les CMS qui gèrent le mieux la taxonomie sont, de notre point de vue, les meilleurs. Le rubricage, j'en ai parlé. La sémantique, c'est-à-dire le sens du contenu lui-même. On a des solutions aujourd'hui, on en a développé nous-mêmes, qui permettent de positionner un contenu en fonction de la pertinence des concepts qu'il manipule par rapport à des concepts de rubrique. Donc en gros, vous avez un rubricage du site, il va y avoir des barycentres de mots-clés en fait affectés à des rubriques. La rubrique sport, elle va avoir un mot-clé sport, mais aussi vie citoyenne, développement de soi, etc. Et puis quand vous saisissez un contenu, soit vous le faites vous-même, soit vous faites tourner un analyseur sémantique ou un moteur de recherche sémantique. Ça vous génère des mots-clés associés à ce contenu, et puis c'est le logiciel qui va mettre en rapport les deux. C'est-à-dire ce contenu qui traite de tel et tel concept, il va être le plus approprié à être affiché à tel et tel endroit où on va parler des mêmes concepts. Donc vous ne positionnez plus le contenu dans l'arborescence, c'est le logiciel. Et deuxième utilisation sémantique, qui est un peu le contraire de celle-là, l'internaute navigue, vous avez une historicisation de son fil d'Ariane, vous voyez qu'il s'intéresse à tel et tel sujet, vous lui faites remonter les sujets connexes. Nous on pense que ça c'est un des grands avenirs des logiciels de gestion de contenu, c'est ceux qui sont capables de faire ça, c'est-à-dire de proposer une navigation en fonction de l'antériorité de l'animation. Donc ça c'est pour la sémantique, et puis après, positionnement en fonction de la cinématique, c'est-à-dire du cycle de vie. Ben voilà, un contenu il est à la une pendant une semaine, et puis ensuite il va passer dans la rubrique machin, puis finalement il va finir aux archives, et puis il va disparaître du site. Tout ça est généré automatiquement par le site en fonction des dates que vous prépositionnez. Date de publication antérieure sous SPIP, je produis mon article, je lui donne une date de publication antérieure, je pars en vacances, et au milieu de mes vacances, pouf, l'article apparaît sur le site. Donc ça c'est pour la partie rangement d'informations, cycle de vie. Et puis enfin gestion de droit, on en a un peu parlé aujourd'hui, aller le plus loin possible dans la capacité de s'adapter à la complexité de la légitimité de chacun dans la structure, dans l'entreprise, dans la collectivité. Et là, je le redis une dernière fois, la technique vous permettra de le faire et ça ne réglera pas. Voilà les grands traits de la gestion de contenu. On va oublier. Question des contributeurs, cycle de vie, publication, sélection des règles. Ça, c'est les caractéristiques communes qui vont être plus ou moins bien en fait, gérées. Et puis, pour rester sur cette description commune, quelles sont les grandes évolutions dans les logiciels? Ouverture et redirection, c'est-à-dire capacité en fait, à gérer les contenus qui sont émis par d'autres sources que le CMS lui-même, et à l'inverse, à pousser les contenus qu'on va produire sur d'autres formes d'affichage que le CMS lui-même. Afficher des contenus ou des process issus d'autres référentiels ou d'autres endroits du système d'information. Là, on va retrouver les normes GSR 168 et 286 qui sont deux normes de portlet qui en fait vous permettent d'afficher de façon normée